Nos autorités voient la guerre de la même manière que nous. C'est la question qu'il faut se poser. Nous ne sommes pas ensemble avec nos autorités. Ils ont d'autres idées. Les autorités ont échoué à nous mettre, à donner des orientations. Parce que c'était ça la question importante. Orientation par rapport à la guerre. Oui. Et Rwanda est là, ici, chez nous. Il veut congérer avec la RDC, les autorités du pays. Les Rwandais bloquent les flux migratoires de la RDC et ils exploitent cet aspect. Et cet aspect aujourd'hui donne de l'image du Rwandais. Il n'y a aucune politique en cette matière, aucune stratégie. Les ministres de la communication devaient être la meilleure carte actuellement pour mobiliser la population. Les ministres, qu'est-ce qu'il fait? Il expose les journalistes. Mais même si les uns et les autres sont en train de gagner, mais on doit avoir une orientation à la RTNC. Le gouvernement a failli. En cette période, les ministres Mouyaya devaient être déchus. Il doit être révoqué par le président de la République. Ce qui vient de se passer chez nous, c'est une faute grave. La guerre accompagne. Regarde ce qui se passe avec lui. Vous pouvez dire non, Zelensky papote, Zelensky tout ça. Non. Il est orienté par la communauté internationale, mais il suit, il communique, il oriente. Aujourd'hui, en Ukraine, il n'y a pas la majorité, il n'y a pas l'opposition, il n'y a pas la société civile. Ce n'est pas la diplomatie, n'est pas comme ce que vous voyez là, ce n'est pas une diplomatie de voyage, non. La gestion de l'État n'est pas l'affaire des dirigeants seuls, les leaders d'opinion, les analystes politiques, l'opinion publique, les médecins, les politiques de la mouvance présidentielle et ceux de l'opposition. Chacun est appelé à contribuer à la paix et au développement de la nation. L'émission Palabre, c'est un créneau de solutions pour booster le progrès, la paix et la quiétude en République démocratique du Congo. C'est à ce titre que je reçois pour vous l'internationaliste, l'environnementaliste, les politiques India Omari de FCC, qui est de la génération montante de la politique en République démocratique du Congo. Nous vous saluons, India Omari. Merci. Nous sommes si contents de vous recevoir sur ces plateaux de Palabre. Merci, madame. Nous pensons que la présentation, elle était bonne, ou encore il y a à compléter. Non, on ne peut plus aller au-delà. Merci pour d'abord l'offre à cette émission. Et je vous promets un bon Palabre. Ok. Oui, on va essayer de tailler bavette. On va parler sur toutes les questions qui nous préoccupent, qui est au centre de nos intérêts. Et c'est sans tabou. Ok, merci bien. Je ne porterai pas les gants. Je crois que vous me connaissez. Je vais essayer un peu de faire un effort pour saluer également mon ami Apoipan, qui ne ménage aucun effort. Et je profite de l'occasion pour encore renforcer ma gratitude vis-à-vis de ces grands hommes qui m'a vu un jour en train de faire mes premiers pas d'un philanthrope dans un quartier ou dans une commune que vous connaissez, commune de Kasavubu. Il a vu mes initiatives. Il n'a pas tout de suite, il m'a demandé que ce que je fais soit porté au public, pour que le public bénéficie de ça. C'était dans la commune de Kasavubu à l'époque. Et il m'a ramené dans ces sentiments-là, l'amour de partage,
l'amour de bien faire. Et voilà, aujourd'hui, on continue. Voilà pourquoi je suis venu au Palabre aujourd'hui pour connaître un peu d'ergoter, de broder sur certaines questions. C'est pas d'ordre politique ou social ou environnemental. Je suis à votre disposition. Ce que j'ai bien aimé, c'est l'amour de bien faire. Merci. Et puisqu'il faut faire cela, lorsqu'on vient à Palabre, on apporte des analyses très constructives en vue de bâtir ce qu'on dit, bâtir un Congo plus beau qu'avant. Merci bien. Et notre première préoccupation, quelle est l'orientation donnez-vous au peuple par rapport à la guerre dite d'agression? Bon, il y a un problème sur ces concepts. Est-ce qu'il faut parler de la guerre actuellement? Bon, ergotons sur les concepts de guerre. Je vous ramène sur la science qu'on appelle la polémologie, une science de guerre. Il faut aller visiter les études de stratégie. La guerre, aujourd'hui, elle est perspective. Parce que nous voyons. Vous, journalistes, vous appelez ça fait. Les faits sont sacrés. Nous, qui avons fait des sciences sociales, nous disons les faits sont totaux, globaux et dynamiques même. Et nous, effectivement, nous voyons la guerre. Est-ce que nos autorités voient la guerre de la même manière que nous? C'est la question qu'il faut se poser. Et là, sur le plan social, nous voyons la guerre. Nous sommes ensemble avec peut-être nos autorités. Mais sur le plan juridique, nous ne sommes pas ensemble avec nos autorités. Ils ont d'autres idées qui posent des difficultés sur le plan entendement du phénomène ou de la question guerre à l'Est. Ça, c'était le prérequis pour vous amener au vif du sujet. Moi, je vois 3 types de guerre à l'Est. Dès qu'on va aller dans l'aspect relations internationales, il y a la typologie des guerres. Mais ce qui se passe à l'Est, nous avons 3 types de guerres. Il y a la guerre interétatique, dont nous voyons non seulement le Rwanda, comme a dit le président de la République, à la 77e Assemblée Générale des Nations Unies, mais il y a également l'Ouganda. D'ailleurs, l'Ouganda est plus virulent. Il joue un mauvais rôle. Et moi, je l'appelle même cheval de Troie sur le plan stratégique. La deuxième guerre, type de guerre, c'est la guerre intra-étatique. C'est-à-dire, c'est la véritable nébuleuse où les Rwandais ou l'Ouganda ou les multinationales ou la communauté internationale financent les locaux, donc la population en interne, ils les financent, ils les instrumentalisent, ils les donnent les matériels d'ordonnancement pour faire la guerre interne. C'est-à-dire une guerre en quelque sorte, une guerre de procuration. Et la troisième guerre, c'est la guerre antisémitique. Donc la guerre d'agression, le terrorisme. Voilà 3 types de guerres qu'on retrouve à l'Est. Mais quels sont les acteurs qui sont dans cette guerre-là? Il y en a multiples. Je vous ai cité ici la communauté internationale, les Rwandais, les Ouganda et quelques États, y compris les multinationales, qui sont des acteurs. Mais situons dans les temps et l'espace.
Je ne veux pas aller très loin parce que je prends seulement... vous savez, dans un travail comme celui-ci, ce travail ici, Ici, India. je dois avoir l'intervalle. Parce que nous devons avoir les problèmes qui se passent aujourd'hui. Nos autorités ont échoué à nous mettre, à donner des orientations. Parce que c'était ça la question importante. Orientation par rapport à la guerre. Oui, l'autorité a vraiment... Il a raté. Madame, il a raté l'orientation. Pourquoi il a raté l'orientation? Parce qu'on ne sait pas aujourd'hui exactement on ne sait pas cette guerre. D'abord, pourquoi de la guerre à l'Est. Le Rwanda fait la guerre à l'Est, pourquoi? L'Ouganda fait la guerre à l'Est, pourquoi? Et quel est l'entendement des autorités actuelles par rapport à ce qui se passe? J'ai dit, je vais te dire peut-être pour la première fois pour expliquer, parce que ce sont des choses qui ne sont pas expliquées par nos dirigeants à notre population. Nous, on a eu la chance parce que on a été conseillé à un certain moment, on a conseillé les autorités passées. Oui. Nous avions été même dans les dispositifs. Voilà pourquoi je voulais revenir. Les Rwandais est là, ici, chez nous. Il veut congérer avec la RDC, les autorités du pays. Congérer signifie quoi? Congérer la RDC. C'est-à-dire, il doit se retrouver dans tous les dispositifs de la RDC, dans toutes les institutions. Les Rwandais veulent être là. Outre l'exploitation minière, l'exploitation transfrontalière, voilà un terme. La transfrontalière exploitation de nos minéraux, de nos ressources naturelles, du tourisme même. Parce qu'aujourd'hui, les Rwandais bloquent. Tu m'as appelé ici comme... Tu m'as rappelé comme ancien un environnementaliste. Les Rwandais bloquent les flux migratoires de la RDC et ils exploitent cet aspect. Et cet aspect aujourd'hui donne de l'image du Rwandais. Une bonne image au Rwandais. Et détruit de notre côté. Pourquoi? Parce que, vous savez, les fréquentations là peuvent avoir des échanges commerciaux. Les gens qui viennent, ils trouvent que non, le pays est calme, il y a même les paysages, il y a un aspect de beauté naturelle, tout ça. Ça peut vous amener des investissements. Mais les Rwandais, en menaçant, parce que dans l'aspect géopolitique rwandais, il faut maintenir une menace permanente pour l'existence du Rwanda sur le plan international. C'est ce que le Rwanda fait. Outre l'hégémonie, le Rwanda pille les minéraux et autres. Et le Rwanda veut transporter sa communauté pour occuper nos espaces. Mais l'Ouganda, par contre, l'Ouganda n'a que le but de l'exploitation. Mais c'est India. On parle d'orientation. Ouais. À un moment donné, vous aviez dit que nos autorités ont raté l'orientation. Ouais. Et là, je pense que nous sommes un peu trop vagues. J'aimerais que l'opinion comprenne exactement comment les autorités ont pu manquer l'orientation comme telle. Et vous, quelle orientation donnez-vous au peuple? Bon. Merci, madame. Je voulais quand même te féliciter. Ouais. C'est difficile de rencontrer des journalistes qui vont vers les fonds. Aujourd'hui, on a des journalistes qui ne recourent que à des histoires simplistes. Mobutu, Kasavubu, Kabila, Mzee, au moment où ils ne sont pas là. Mais quand on voit,
tu vas vers la profondeur, tu cherches. Et moi, je vois une nouvelle, en fait, une nouvelle presse qui va s'installer bientôt, qui va faire peut-être une fierté de la presse congolaise. L'orientation, elle n'est pas là. Il suffit de faire un petit pas. Parfois, le président de la République a dit nous sommes en guerre, nous sommes agressés. C'est une guerre d'agression. Même s'il dit que l'agresseur c'est le Rwanda. Mais en relation internationale, c'est la guerre d'agression. Vous comprenez? Mais il faut une orientation. Qui donne l'orientation par rapport à la guerre? Il y a une structure, c'est le gouvernement. Parce que le président n'engage pas. C'est le gouvernement qui engage. Qu'on ne vous dise pas, il peut aller signer tout ce qu'il parle. Il signe, il y a des signatures, c'est ce qu'on appelle la conclusion, c'est l'affaire du gouvernement. Le président ne fait que, mais quand même quand vous lisez la Constitution, on dit en l'article 213, on dit le président négocie et ratifie les traités internationaux. Mais pour arriver, et les traités, les accords internationaux, mais pour arriver à ça, il y a des phases, comme on le dit en relation, c'est-à-dire que non, le président, il peut envoyer quelqu'un ou une délégation pour aller négocier pour lui, ce qu'on appelle la diplomatie ad hoc. Il envoie les plénipotentiaires avec un plein pouvoir. Ces gens-là négocient pour lui. Et lui, après négociation, il y a la conclusion. La conclusion est de l'affaire du gouvernement. C'est le gouvernement qui conclut. Et puis on passe de la conclusion pour essayer de vérifier ça passe. C'est qu'on les gens parlent de ratification au niveau du Parlement, donc des chambres. Ce n'est pas eux qui ratifient, mais eux vérifient la conformité de ces textes, si ces textes-là sont en adéquation avec nos lois. Oui. Et puis le président passe à la ratification. Mais quand cela ne tienne, tu peux aller vérifier l'orientation au travers les ministres, par exemple, de la communication. Il n'y a aucune politique en cette matière, aucune stratégie. Or, actuellement, c'est le ministre qui devait orienter les organes de presse vers la guerre. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La RTNC est bloquée. Le ministre lui-même n'a pas en quelque sorte les idées novatrices pour orienter, pour mobiliser la population ou l'opinion publique interne. Parce que l'opinion publique internationale dépend de l'opinion publique interne. Les ministres de la communication devaient être la meilleure carte actuellement pour mobiliser la population. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Les ministres qui devaient mettre à la disposition, parce que c'est une guerre actuellement, la guerre de communication aujourd'hui, c'est une autre forme de guerre. Le ministre, qu'est-ce qu'il fait? Il expose les journalistes aux arrestations. Comment ça? Oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Attendez, madame, qu'est-ce qui se passe? Je ne veux pas rentrer trop au spectacle qui vient de se passer, parce que je ne veux pas donner l'occasion aux gens de spéculer encore davantage. Il y a la guerre à l'Est. Mais même si les uns et les autres sont en train de gagner, mais on doit avoir une orientation à la RTNC qui va conditionner l'info. Même si, il faut dire la vérité, une information fiable avec des sources crédibles. Et on canalise. Quand on ne donne pas l'information, qu'est-ce qui arrive comme conséquence? C'est la spéculation. Mais les premiers qui vont ramasser les bonnes ou les faits, le journaliste, vous n'allez pas refuser à un journaliste d'aller vers les faits. S'il les donne, les premiers par rapport à l'RTNC, vous les condamnez sur base de quoi? Dans la démocratie. Or, qu'est-ce qui va se passer, madame? Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Parce que tu es quand même une dame intelligente. J'ai connu le cas de... en fait, je ne peux pas citer les noms. Si
ne me dis pas que non, je suis en train de connaître les ministres. Non. Je suis en train de réveiller les ministres par rapport à la proposition. Ok. Parce que tu as demandé l'orientation. Là, vous avez parlé des orientations. Pour vous, le gouvernement est en train de faillir, c'est ça, selon vous. Quelle orientation avez-vous à donner? Le gouvernement a failli. Vous, quelle orientation avez-vous? Et en principe, pendant cette période, le ministre Mouyaya devait être déchu. S'il n'est pas déchu par les parlements, il doit être révoqué par le président de la République. Mais c'est l'internationaliste. Attends. Pourquoi j'ai dit ça? Oui. Parce que c'est une faute grave. Ce qui vient de se passer chez nous, c'est une faute grave. La guerre accompagne. Regarde ce qui se passe avec... Vous pouvez dire, non, Zelensky papote, Zelensky tout ça. Non. Il est orienté par la communauté internationale, mais il suit. Il communique, il oriente. Aujourd'hui, en Ukraine, il n'y a pas la majorité, il n'y a pas l'opposition, il n'y a pas la société civile. C'est un peuple. Exactement. Un tout. Tout le monde aujourd'hui. Écoutez, il y a quand même, vous n'allez pas dire que non, en Ukraine, il n'y a pas de gens qui sont contre le régime. Mais on a bloqué, on a orienté les gens vers. Est-ce que le ministre de la Communication aujourd'hui est capable d'aller vers, par exemple, les partis politiques, les mobiliser? Pas de cette histoire de narratif nouveau, les changements du narratif. Il doit aller vers un nouveau paradigme. Voilà, c'est ce que je vais aider au ministre. C'est-à-dire de quitter les narratifs vers le paradigme. Voilà ce que... il va m'excuser, c'est les nôtres, je l'ai connu. Mais il doit savoir qu'aujourd'hui, les dégâts collatéraux, c'est lui qui porte. Regardez aujourd'hui. Lisez l'article 24 de la Constitution. Oui. On dit droit à l'information, la liberté de la presse, liberté à l'information, à la radio et ainsi de suite, on dit. Mais on dit, cette liberté à la presse est garantie par qui? Par l'État. Nonobstant, parce que c'est une liberté relative. C'est un droit relatif, excusez-moi, mais sous réserve, par exemple, que cette liberté ne menace pas l'ordre public, que cette liberté-là n'entrave pas les mœurs de notre pays, que cette liberté-là ne va pas au-delà de la liberté du droit d'autrui. Prenons le cas de Steve Wemby. Il est journaliste. Excusez madame. Est-ce que Steve Wemby a entravé nos mœurs? Je ne pense pas. Est-ce que Steve Wemby a troublé l'ordre public? Non. Est-ce que Steve Wemby a je l'ai dit, offensé l'autrui? Non. Et c'est comme ça qu'on en parle de la liberté du droit relatif. Tant qu'il n'a pas fait, il n'est pas allé vers les troubles à l'ordre public. Il n'a pas. Mais pourquoi aujourd'hui on va permettre d'aller à l'arbitraire par rapport à ces journalistes qui fait le travail? Or, madame, je vais vous rappeler, parce que là je vais vous blesser comme journaliste. Vous avez fait les états généraux de la presse. Une action concertée, une décision concertée, qui n'est pas encore appliquée. C'est quoi? C'est la dépénalisation des délits de presse, parce que vous voulez renforcer la démocratie au travers l'article 24. En principe, on devait déjà commencer à appliquer. Mais aujourd'hui, il y a un travail qui n'est pas un travail dans les chefs du ministre, qui considèrent que son département est considéré comme un cabinet, comment vous appelez là, votre histoire de cabinet là, c'est quoi? C'est les cabinets de
cabinet de presse ou cabinet conseil. Peut-être qu'il faut laisser au ministre un peu de temps pour mettre tout en ordre. Après 4 ans. Et je pense, on va prendre la deuxième question. S'il y a amélioration dans la diplomatie du chef de l'État, qu'est-ce que vous, l'internationaliste, India, vous avez ajouté? Donc, il y a encore un problème, madame, sur le plan diplomatique. Ça, je voulais juste dire en conclusion par rapport au premier thème, c'est que on doit améliorer. Il faut en fait un plan. Hein. D'abord, il faut bon, l'article 24 de la Constitution doit être il faut une loi fixant les loi pour la loi sur la modalité fixant la liberté, l'exercice de la liberté de presse. Il faut une loi, il faut qu'on fasse diligence parce que pour protéger quand même les journalistes actuellement par rapport aux affres que nous sommes en train aux dégâts que nous sommes. Il faut cette loi. Deuxièmement, il faut que les ministres réunissent. C'est la deuxième question. C'est la deuxième question. Répondez à ma deuxième question. La deuxième question est celle-ci. S'il y a amélioration dans la diplomatie du chef de l'État, qu'est-ce que vous, internationalistes, avez ajouté? Il n'y a pas une amélioration. Madame, je vais te dire les indicateurs. Vous savez, nous diplomates, bon, en fait, des formations. Nous sommes des diplomates de formation. Il y a la différence entre un diplomate de formation et un diplomate de carrière. Donc, pour nous, on ne voit rien. Pour nous, c'est les indicateurs diplomatiques. Madame, allons sur des choses simplistes. Parce que c'est ça rentre dans les cas. La démocratie, c'est l'art de convaincre. C'est ça l'art de convaincre. Prenez la diplomatie comme les corbeaux et les renards. D'ailleurs, c'est en fait, vous savez, La Fontaine a peint la société à travers l'environnement, à travers la nature. Il a observé, il a peint. Chez nous, dans les enseignements, nous avons toujours pris les corbeaux, ces poèmes, les corbeaux et les renards, comme un exercice de tous les jours, quand vous êtes un personnel diplomatique. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Les passeports ici, les visas, pour l'obtenir, les visas en Afrique du Sud, qu'on l'obtenait même gratuitement à l'époque, avec les relations, avec l'intégration régionale sur la SADC aujourd'hui. Mais vous pouvez aller chercher un visa en Afrique du Sud actuellement, ton passeport peut rester là-bas 2 mois, 1 mois, 2 mois. Et parfois, tu peux ou ne pas obtenir le visa. Pourquoi? C'est à cause des relations tumultueuses avec l'Afrique du Sud. Vous savez, depuis un certain moment, d'abord, on a enlevé l'ambassadeur qui était là. Vous savez, toujours les ambassadeurs dans la diplomatie, ils sont les États qui accréditent, ont toujours des préférences. Et c'est comme ça que les canaux passent par les représentations diplomatiques. Ce sont des canaux. Ce n'est pas la diplomatie, n'est pas comme ce que vous voyez là. Ce n'est pas une diplomatie de voyage. Non, la diplomatie, elle est structurelle. Ça passe par des canaux diplomatiques, par des représentations diplomatiques. Aujourd'hui, toutes les ambassades, toutes les représentations diplomatiques menacent d'aller en grève. Pourquoi? Parce que il y a 4 mois qui ne sont pas payés. Tu peux vérifier. Les mois en 2020, les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2020 ne sont pas payés. Les mois ici, septembre aussi 2000, ne sont pas encore payés. C'est-à-dire, il y a un là. Aujourd'hui, madame, nous avons quitté la SADC, excusez-moi, nous avons quitté la SADC pour aller dans un saut, vers un saut dans l'inconnu. Pourquoi? Regardez, on va aller dans une organisation de nilotique qu'on appelle EAC, la communauté des États d'Afrique de l'Est, voyez, dont on ne sait pas les jeux
ou l'importance de la RDC dans cette organisation. Moi, je pense que vous devez au moins être objectif pour la première fois, être au moins objectif, voir un peu certaines avancées avec l'arrivée du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ça, vous pouvez bien le reconnaître. Il n'est pas question que de voyage. Vous savez bien que ces voyages ont ouvert plusieurs portes. Déjà, à son arrivée, il voit ses voisins pour chercher une concertation, pour chercher la paix, pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché 18 ans avant et que maintenant on peut améliorer ici. Vous le savez. Et moi, je veux demander ceci. J'aimerais que vous répondiez à ma question. S'il faut améliorer certaines choses et arrêter d'être subjectif, ça je le sens. S'il faut améliorer, qu'est-ce que vous, en tant qu'analyste, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pouvez ajouter. Madame, d'abord, je vais vous dire, je suis scientifique, je suis objectif, et je dégage, quand je te parle des indicateurs diplomatiques, je dis avec raison, tu peux aller vérifier en Afrique du Sud d'aujourd'hui, oser de vérifier ça. Deuxièmement, je voulais juste vous dire une chose que vous devez retenir dans la tête. On est allé, mais tu sais, je viens de faire la traçabilité sur l'argent qui sort de la Banque centrale. Si c'est moins, c'est 1 million pour un voyage. C'est-à-dire 2,5 millions. Vérifie, c'est tout ça. Vous allez voir la campagne électorale. On parle de diplomatie. Mais c'est ça, j'ai dit. On parle de diplomatie. Mais c'est ça, c'est aussi la diplomatie, c'est implique aussi les moyens. Vous pouvez parler de ce que vous parlez de la banque et il faut croire que... Non, ce sont les données que nous avons. Nous, ce sont les données vérifiables avec... Oui, avec moi, j'aimerais au moins les documents aujourd'hui. J'ai parlé d'une amélioration. Le mot, c'est amélioration. Madame, qu'est-ce que vous avez ajouté dans ça? Madame, je suis en train... Moi, le problème de l'analyse, c'est quoi? C'est les faits aux hypothèses pour arriver aux hypothèses plausibles. C'est ça l'analyse. Nous, les stratèges, à qui nous avons été formés par l'OTAN, nous partons des prémices. On dit toujours quand les prémices sont fausses, la conclusion aussi, elle est fausse. Je voulais juste vous dire que non, on n'a pas réussi. Sur ce plan-là, il y a pas... Vous savez, ça c'est la troisième question. Le vôtre Kabila a échoué. Je sais très bien. Je sais très bien, on va arriver... Quand il n'y a pas de résultats, hein, on recourt à Kabila. Et aujourd'hui, on sent on ne recourt pas à Kabila. Mais non, on ne recourt pas à Kabila parce que je pense que la deuxième question, vous n'arrivez pas à répondre. Pourquoi? Parce que vous êtes plus subjectif dans ma deuxième question. Répondez au moins, même une réponse objective, donnez-moi. La diplomatie. Parce que moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez ajouté. Ah, moi, ok, je vais corriger. C'est-à-dire, d'abord, il faut les points focaux. Par rapport aux représentations diplomatiques, je vais à ce que la diplomatie soit construite au travers les points focaux. Et deuxièmement, si vous voulez qu'on change dans ces pays, il faut assainir l'administration diplomatique, c'est-à-dire les affaires étrangères. C'est important. Vous savez, les affaires étrangères aujourd'hui doivent être réformées comme on pourrait réformer un jour l'Agence nationale des renseignements. C'est-à-dire que non, pourquoi? Parce que je donne un cas. L'Agence nationale des renseignements que vous appelez l'ANR doit quitter réellement de la présidence vers le ministère de l'Intérieur, comme ça a été dans la réforme. Mais aujourd'hui, il continue encore à garder cette histoire au président de la République, mais les textes sont dits autrement. La même chose pour les affaires étrangères. On ne peut pas retrouver moins de licenciés là-bas, dans ces bâtiments. Parce que c'est un bâtiment de réflexion, de grande réflexion. Il y a certaines directions, par exemple, Asie mineure, qui n'existent pas, qui n'ont plus d'importance aujourd'hui, par rapport à l'évolution, par exemple, du monde. Tu sais, aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers la reconfiguration, par exemple, des Nations Unies,
les centres de décision. Nous allons par exemple vers un monde multipolaire, de quitter le monde unipolaire vers... C'est-à-dire nous devons avoir des gens capables de réfléchir. C'est-à-dire, à part les balayeurs, quelques balayeurs qu'on peut garder, tout celui qui est en dessous des licences ne peut plus aller, doit être versé au niveau de l'administration publique pour permettre d'aérer pratiquement l'administration des affaires étrangères afin de permettre aux gens de réfléchir. Pourquoi? Parce que ce bureau-là, c'est un bureau d'analyse comme à l'ANR. Vous savez, aujourd'hui, la mission de l'ANR n'est plus la même aujourd'hui d'aller arrêter ou interpeller les gens. Non. La mission, c'est de réfléchir sur les grandes menaces, par exemple, intérieures et extérieures. Et d'aller rechercher, par exemple, l'information, ou les, pas l'information, les renseignements. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est-à-dire, on a tendance à aller vers les choses simplistes. C'est ce qui se passe. Et aussitôt, je viens de suivre notre ambassadeur des Nations Unies, l'ambassade de la République des Nations Unies, de la République démocratique du Congo auprès des Nations Unies. Il confond, d'ailleurs dans les narratifs, dans son discours, il confond, il dit que non, Ibalanki est au représentant du chef de l'État, oubliant que Ibalanki est coordonnateur du mécanisme. Tu vois, déjà en parlant... Mais c'est India. Oui, déjà en parlant, il commet une faute. Mais c'est India. Oui. Ok, vous avez d'abord... Écoutez... Expliquez-nous d'abord qui sont ces points focaux. Mais il faut les créer. Les points focaux... Excusez madame, merci pour cette intelligence. Hein. Mais ce que vous devez savoir, c'est que... ce que vous devez savoir, c'est quoi? Oui. Créer les... Non, il faut créer les points focaux. C'est l'homme. Ce sont les dirigeants. C'est l'administration des affaires étrangères qui doit être capable de réfléchir comment créer les points focaux. Les points focaux vont nous aider à quoi? C'est d'en monter un lobbying sur le plan international. Aujourd'hui, on n'en a pas. Vous prenez, vous nommez, le président nomme, il a nommé quelqu'un auprès des Nations Unies qui est incapable même de parler. Mais c'est... Je viens de le suivre. Il est professeur d'université, mais il n'a pas la volubilité. Il n'a pas les atouts en cette matière. Il dit qu'il a donné... En fait, il est là comme un philosophe, mais il n'est pas du domaine. Peut-être qu'il a une langue qu'il maîtrise bien et au fur et à mesure, la personne peut au moins apprendre. Non, mais c'est déjà... Monsieur India, comment hier ça fonctionnait? C'est déjà une faiblesse. Comment hier ça fonctionnait et aujourd'hui, comment ça fonctionne? L'ANR. Parce que vous aviez dit que ce n'est pas de la même façon. Comment ça fonctionne hier? Non, madame, on n'y va pas comme ça, en reculant. On y va en avançant. C'est-à-dire, c'est un progrès. Quand on cherche un progrès, en principe, on ne devait même plus parler de Kabila aujourd'hui dans ce pays. Je retrouve, l'ambassadeur prend, par exemple, cet ambassadeur des Nations Unies, il prend la parole pour dire que non, à l'époque de Kabila, il a fait... Non, Kabila n'engage pas la République. C'est le gouvernement qui engage. Aujourd'hui, demain, aux Nations Unies... Et c'est quoi cette comparaison? Tu sais, par rapport à un ambassadeur, je viens de suivre le discours. C'est quoi cette comparaison? Oui. Hier, comment ça fonctionnait aujourd'hui? C'est vous êtes dans une approche, c'est toi qui es dans une approche comparative. Parce que tu recours toujours à Kabila. Non, je ne suis pas en train ne suis pas en train de recourir à lui. Moi, je suis en train de poser une question simplement. Comment hier ça marchait l'année et aujourd'hui comment ça marche? Et je ne suis pas en train d'engager Kabila. Non, madame. Hier, on avait à l'époque, il y avait Andé, Sénéry, Sûreté, d'État, tout ça. Mais aujourd'hui, et puis hier, il y avait l'année. Nous étions en train d'aller progresser. Maintenant. Depuis un certain moment, il y a eu des réformes où Kabila voulait à ce que l'ANR devienne, qu'on humanise les services. C'est ça les buts de la réforme. C'était déshumaniser maintenant? Non, c'est-à-dire humaniser les services. Ah, ok. C'est-à-dire que non, moi-même j'ai assisté un jour, je suis allé avec le président Kabila à la DEMIAP, où on a, devant le général Etumba, on a cassé les cachots qui étaient là et on a transformé ces cachots en bureaux.
Vous voyez que ce n'est pas moi, je ne fais pas référence à l'ex. Pourquoi? À cause des habits des hommes. Mettez-vous, la référence c'est vous, moi je n'ai pas parlé de vous. Je suis en train et dans vos mots, c'est toujours Kabila. C'est la prochaine. Ok. Madame, ma troisième question, parce que là, vous n'avez pas donné une bonne comparaison par rapport à l'année d'avant et d'aujourd'hui. J'aimerais comprendre la troisième question. Kabila avait échoué à la guerre au niveau de l'Est. Tshisekedi, au moins aujourd'hui, nous voyons quelques avancées dans cette résolution. Et vous, M. India, qui faire pour terminer cette guerre? Hier, Kabila a échoué. Aujourd'hui, on voit des avancées. Comment faire pour terminer cette guerre? Je voulais que tu sois sereine. Je suis tellement calme. Oui. Je suis vraiment calme. Non, tu dois être... J'aimerais que vous répondiez à ma question. Tu dois être requinqué. J'aimerais que vous répondiez à ma question. Attends. Tu veux ce que je parle aussi, non? Ok. Madame, prends un mets de l'eau dans votre vin pour que nous puissions broder ensemble sur les grandes questions. Au fait, si tu me dis hier, c'était ça la question. Sa question c'était... vous étiez en train de faire une comparaison entre hier. Hier, c'est pour vous, dans vos mots, hier, c'était mieux qu'aujourd'hui. Mais moi, je me parce que je vous ai posé la troisième question. Oui. Aujourd'hui, c'est pire. J'aimerais que vous répondiez à ma troisième question parce que la deuxième question, elle n'a pas trouvé satisfaction. La troisième question, Kabila hier a échoué par rapport à cette guerre au niveau de l'Est de notre République. Mais aujourd'hui, Tshisekedi est venu. Nous voyons bien les avancées. Vous, comment faire pour terminer la guerre? Madame, il n'y a pas d'avancée. Si tu veux rester un peu calme... Comment ça, il n'y a pas d'avancée? Expliquez-vous. Oui, je m'explique. Oui. Je vais m'expliquer. Kabila, je ne sais pas à quel âge vous étiez à l'époque. Vous êtes une femme. À l'époque, Kabila est arrivé dans ce pays. Il a trouvé les pays morcelés. Il y avait un territoire pour RCD Goma. Il y avait un territoire pour MLC. Il y avait un territoire pour les gouvernements. Il y avait un territoire pour RCD KML et RCD national et les entités. À San City, on appelait ça en fait, on appelait pratiquement les entités et les belligérants. Donc c'était les composantes. Voilà, il y avait 3 composantes: gouvernement, RCD Goma et RCD MLC et les entités. Malgré toutes ces entités, la Attendez, non, madame, il faut comprendre le sujet. Je suis en train de vous répondre. Il y avait 3 en fait, je viens de vous dire tout à l'heure, et plusieurs entités. Et Kabila, voilà là où Kabila est arrivé, comme génie. Il dit, je vais aller, contrairement à son père, qui ne voulait pas négocier. Il va dire, pour la paix du pays, je vais aller partout au monde pour rechercher la paix. Kabila a réunifié les pays. C'est-à-dire, il y avait une guerre, les pays étaient morcelés. C'était difficile de quitter ici pour aller à l'Équateur. C'était difficile de quitter l'Équateur pour aller à Goma, ainsi de suite. Kabila a trouvé la guerre, en pleine guerre ici, d'agression. Kabila a mis fin en amenant cette histoire, le phénomène. On est parti à San City. Kabila a produit les outils. Il a mis en place les institutions de la République. C'est une réussite. Il a réunifié les gens. Il a fait à ce que les gens dialoguent. On est allé même au monde à quelque chose qui n'existait pas dans la théorie en sciences politiques, c'est-à-dire 1 + 4. Et c'était difficile. Tous les démons de l'Afrique et du monde disaient que ça sera difficile pour la cohabitation de Kabila avec les autres. Mais je pense que les résultats, la résultante des actions de Kabila a produit les textes qui aujourd'hui que Félix Tshisekedi est assis aujourd'hui. C'est la Constitution. Même si cette Constitution aujourd'hui est violée et piétinée à tout moment par le président Félix Antoine Tshisekedi. Donc, messieurs. Écoutez, je vais te blesser. Je vais te blesser.
Pourquoi? Parce que si nous quittons, nous allons vers la découverte, parce que c'est ça la science, l'univers. On va vers la découverte. Je suis rationnel, madame. Je suis aussi objectif. Est-ce que aujourd'hui, nous ne sommes pas allés, nous ne sommes pas à la aux troisièmes élections dans ces pays? Ce qu'on appelle le cycle électoral. Nous sommes au troisième élection. C'est à cause de la paix, à cause du comportement du président Kabila. Si Kabila avait des natures belligérantes ou de nature belliqueuse, Oui. on ne devait pas arriver aujourd'hui à ce que nous sommes en train de vivre. Donc, au fait, il y a eu un progrès. Un progrès signifie qu'aujourd'hui, nous avons même la Cour constitutionnelle, le Conseil d'État, nous avions la Cour de cassation. C'est-à-dire que non, la Cour suprême s'est divisée. Monsieur India Omari, répondez à ma question. Oui. Vous parlez plus de Kabila. Moi, j'ai posé une simple question. Comment la terminer, cette guerre? Comment la terminer cette guerre? C'est d'abord, ça doit commencer par les comportements du président de la République lui-même. Tu comprends? Vous savez, je n'ai pas, comme on n'a pas beaucoup de temps, mais je rappelle seulement aux étudiants des relations internationales, on les enseigne les comportements d'un chef de l'État. Peut même attirer une guerre, un climat belliqueux. Les comportements. On tient compte à ça. Je ne veux pas trop aller sur ces domaines parce que c'est mon domaine de prédilection et j'évite. Et même quand vous allez dans ce qu'on appelle Monsieur India, avez-vous compris ma question? Avez-vous compris ma question? Oui, c'est laquelle des questions, madame? Parce que Ma question, elle est tellement simple. Oui. Comment terminer la guerre? Comment terminer la guerre? Oui. Je suis en train d'avancer. Avec les compartiments. Non, j'aimerais que vous... La télé, c'est le temps. Oui. Comment terminer la guerre? Mais il y a beaucoup de choses, beaucoup de pistes de solutions. Mais donnez les pistes de solutions. Tu veux que je donne? Exactement. Je vous ai dit les comportements d'abord du président de la République lui-même. C'est ça une comme piste acteur de solution. important. C'est ça une piste de solution. Mais c'est une piste. Deuxièmement, les comportements du gouvernement. Troisièmement, les comportements du Parlement. Madame, toi, tu peux comprendre aujourd'hui. Ça me révolte. Que l'Assemblée nationale et le Sénat, à la rentrée, étaient incapables de parler de Bunagana et de la guerre à l'Est. À la rentrée parlementaire. De ces mois ici. La session ordinaire. Monsieur India. Mbosso était incapable de brosser, même de mettre un lit à luminaire sur ce qui se passe à l'Est. Mais vous trouvez ça normal? Je peux faire une petite récapitulation par rapport à vos pistes de solution. Le comportement du président, le comportement du Parlement, le comportement du gouvernement, voilà, c'est vague. Non, les comportements des cours et tribunaux. Tu sais aujourd'hui, attendez, tu sais aujourd'hui, madame, je vais vous dire une chose. Oui. Je vais vous dire une... Attendez. Excusez-moi, je vais vous dire aujourd'hui. Non, j'aimerais que vous répondiez si facilement. Je suis en train de Parce répondre. que ceux-là qui nous regardent disent simplement, pour terminer cette guerre à l'Est, le comportement du président, le comportement du gouvernement, on dira, mais c'est vague. Comment faire pour la terminer, la guerre? Écoutez, quand je dis par exemple les comportements de la cour, les cours et tribunaux, je vois les comportements des militaires par exemple. Vous savez, les militaires vivent dans une société comme les poissons dans l'eau, dans la symbiose. Parce que qui détient les renseignements? Qui peut venir, comme on appelle les éléments d'appréciation, les cadres... Monsieur India, comment ils doivent se comporter? Pardon? Comment ils doivent se comporter? Vos pistes de solution. Comment ils doivent se Regardez comporter? ce que nous venons de voir, par exemple, à la télévision. Oui. Où on retrouve, c'est ce qu'on nous a présenté, un officier, un colonel de surcroît, en pleine guerre. Il dit que non, les munitions sont terminées. Mais on vient vérifier, il a dégarni. On vient de vérifier,
on retrouve qu'il y a des tonnes et des tonnes de munitions. Le comportement, on est dans le comportement. Mais vous ne voulez pas monsieur India, on est dans le comportement. C'est ça le comportement, c'est militaire là. Non, c'est il a trahi, c'est un comportement qui n'est pas bon. Ça, c'est tellement vague en tout cas. Vous êtes en train de critiquer. Nous avons besoin de faire des analyses constructives. On a besoin des solutions. Comment faire pour terminer la guerre? C'est ça, c'est-à-dire, quand je vous dis ceci, le patriotisme, par exemple, dans la vertu. Un militaire qui va en guerre, qui doit être patriote, qui va dire que non, moi je vais en guerre pour gagner la guerre. Pensez-vous qu'il est en guerre, il n'est pas patriote? Messieurs India, la réponse, comment terminer la guerre? Avez-vous une réponse, une piste de solution? Je pense que quand tu me bloques dans les solutions, je ne sais pas quelle est la solution magique que vous voulez m'apporter par rapport à ce que je suis en train de dire. L'arrivée du nouveau major, Christian Chiwewe, on voit réellement le général plutôt, Christian. Major ou bien le général. Bon, écoutez, madame, parce que tu vas encore m'arrêter. Non, je ne suis pas en train de vous arrêter. Je ne fais pas une émission uniquement pour toi. Okay. Tu fais une émission. J'aimerais terminer au moins la question et puis vous prendrez la parole. Il arrive, on voit directement le combat, des atroces combats des FRDC et Bunagana. Pour Bunagana, quelle est votre pensée par rapport à cela? Il arrive, on voit directement les choses changer, les choses bouger. Bon, de toutes les façons, je ne sais pas si tu vas encore... ça sera une histoire de tic au tac ou quoi. Bon, mais je risque de ne pas donner les résultats par rapport à ça. Le général, lieutenant général Chiwewe, c'est un ami, un frère. Et je sais ce qu'il est. Je sais il a des atouts. Il a la volonté d'aider le pays. C'est un brave. Nous avons une armée très brave qui doit être accompagnée par nous. Nous devons d'abord nous devons savoir que nous ne devons pas aller chez les voisins en faisant des courbettes, mais appuyons notre armée. C'est essentiel, il faut donner des moyens à notre armée. Quand je suis en train de te parler des éléments d'appréciation, les 4 éléments d'appréciation pour évaluer pratiquement les menaces et faire la guerre, c'est important. Aujourd'hui, la réforme elle-même, parce que le plan de la réforme de l'armée dit ceci. Les chefs d'état-major, à son article 61, il faut lire ça, cet article, il dit que non, les chefs d'état-major général doit être l'officier le plus gradé parmi les officiers en activité. Je vois d'abord très mal que Tango Ford soit plus gradé que ou John Numbi, qui sont des officiers en activité, qui soient plus gradés que Chiwewe. On doit corriger rapidement cette imperfection, cette erreur qui s'est glissée pour permettre à ce que Chiwewe soit le général d'armée pour piloter les forces armées congolaises. Parce que les forces armées congolaises est composées de quoi? Ce qu'on appelle le haut commandement. Est composé de forces terrestres, forces aériennes, forces navales et l'unité détachée qui est à la protection du président de la République, qu'on appelle la garde présidentielle. Ça s'appelle les armées. Il est commandant, il préside les hauts commandements. Il doit avoir un grade le plus supérieur. Là, on a commis une erreur. Deuxièmement, on a amené le président de la République dans un prise d'armes au camp Tchatchi, qui n'a jamais été effectué dans le monde. C'est aussi une erreur. L'état-major, par exemple, particulier du chef de l'État, ou la garde présidentielle, n'est pas une unité à part. C'est une unité qui est détachée, qui vient de l'état-major, qui est détachée pour la protection du président et de sa famille. Mais c'est India tu vois? Donc, deuxième erreur. 3 aujourd'hui. Mais c'est India Omari. Vous avez dit depuis on ne parle pas d'erreur, on ne parle pas d'une personne pour faire une comparaison. On parle de ce qui se passe avec les forces armées de la République sur terrain. Sur terrain? Oui. Mais il faut encourager.
Nous devons encourager, nous devons aimer notre armée. On doit encourager, on doit mettre c'est-à-dire les parlementaires. Quand j'ai parlé des comportements des parlementaires, quand j'ai parlé du comportement des parlementaires, c'est qu'il faut qu'il y ait un budget. Oui, mais c'est un budget. La dernière question. Un budget. Attendez. Monsieur India, la dernière question. Tu m'arrêtes, madame. Au moment où je suis en train de parler pour mon armée. Je termine. Soyez concis. Bon, je ne sais pas si j'ai... Bon, par la courtoisie ou par la politesse, ce n'est pas bien de dire à votre invité que soyez concis. 2023, pensez-vous qu'il y aura élection? 2023. Ben, écoutez, mais le pouvoir actuel a peur, il est en pleine panique. Il cherche des alibis sur les questions de sécurité. Tu vois ce qui se passe aujourd'hui avec les ponts routes rail. Vous savez ce qui se passe de l'autre côté. Il cherche des alibis. D'ailleurs, Mouyaya lui-même, dans son communiqué, dernier communiqué que Mouyaya vient de faire, il y a un dernier linéa dans sa conclusion. Il dit que non, la stabilité... il a dit quelque chose de la stabilité en République démocratique du Congo, à l'Est. Ça, c'était par rapport à la réponse au Rwanda. Je posais... Non, tu ne peux pas... Pourquoi tu vas insinuer une histoire, une incise qui n'a rien à voir avec le Rwanda? 2023 approche, pensez-vous... C'est de la panique aussi. Comment Mouyaya, ministre de la communication, doit aller parler d'une question de la souveraineté? L'organisation des élections, c'est une question de souveraineté nationale qui n'a rien à voir avec les Rwandais. Donc, nous avons trouvé ça aberrant. C'est de la panique, c'est du blessement. 2023, nous sommes prêts, mais je vais te dire, tu sais ce qui va se passer? On va organiser un carnaval de motos ici, pour essayer de faire croire aux gens que non, il y aura élection, au moment où, regarde, tu sais ce qui se passe là? On a déjà consommé 295 millions de dollars. Et aujourd'hui, tu as vu la guerre entre... Pourquoi êtes-vous pessimiste? Je suis pessimiste parce que déjà la guerre a commencé entre Kazadi et Mbosso. Tu as vu comment on a utilisé Singh dans cette affaire? C'est-à-dire que Kazadi a bloqué, il bloque tout le monde, il bloque même Mbosso. Alors Mbosso, pour sortir, comme il est grand dribbleur, il appelle un Singh. Singh, Beta, Abeta, bon, et là, on a les Zalan, à conduire, c'est quoi, Singh, et là, on a c'est quoi, les Zolano, route, et ça, Neganiri, il y a même un lobby. Vous n'êtes pas prêt. Écoutez, c'est une manœuvre, madame. D'abord, je vais vous dire ici, tu sais, par rapport aux dettes que l'Assemblée nationale a aujourd'hui et le Sénat, les emprunts, parce que la charge devient lourde, cette histoire-là de l'union sacrée va être éclatée en 2020. Monsieur India Omari, vous êtes pessimiste peut-être parce que vous n'êtes pas prêt. Je ne suis pas, c'est pas moi à l'organe qui organise les élections, je ne suis pas la CENI, mais je suis en train de voir, non, les FCC, tu vas voir la surprise. C'est dans un mois, on va entrer 2023. Février, mars. Vous allez voir ce qui va. Et là, le président saura ce que nous sommes. Donc, 2023, les gens ont joué, ont pu que non, nous sommes une opposition pétée. Hein? Nous sommes une opposition. Il verra que ça ne sera pas facile. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous beaucoup serez? De gens. Qu'est-ce que vous serez? Ah, écoutez, tu sais, madame. Oui. Qu'est-ce que le président verra? Il verra une opposition. Ah bon? Qui n'est pas moindre. Qui ne sera pas moindre. Elle existe-t-elle? Pardon? Cette opposition existe-t-elle? Elle est républicaine scientifique. Elle fait très mal aujourd'hui. Déjà, vous êtes en train de voir comment on est en train d'arrêter les gens. Parce que maintenant, nous nous sommes dit, avant qu'on entame d'autres modes d'opération, allons à la presse informer la population. Parce que l'opposition actuellement, c'est la population, c'est la misère, c'est la vie pénible. Ce qui se vit à Barumbu aujourd'hui, il faut demander, appeler à Poripan, il va te dire comment les gens de son quartier 18 ans passés, oui. Appelez à Poripan. Posez-lui la question, comment les gens souffrent.
Comment les mamans de Maléwa aujourd'hui n'arrivent plus à s'assumer? Comment les gens aujourd'hui d'abord 18 ans passés, excusez madame, cette population n'a-t-elle pas souffert? Madame, excusez, vous dites que vous avez beaucoup d'argent qui sont récoltés par les recettes, par les régies financières. Le vous, c'est qui? Oui. Vous êtes en train de dire. Le vous, c'est qui? Non, pas le journaliste, je dis l'État. Je suis journaliste, je ne prends pas les régimes tous les genoux actuellement, voilà. Les régimes tous les genoux. Dit que non, en fait, le budget est à hauteur. Nous avons, c'est comme un enfant, un papa qui a beaucoup d'argent dans une chambre. Les enfants ne sont pas vêtus, ne sont pas scolarisés, et les enfants ne mangent pas. Mais c'est India. Regardez aujourd'hui avec 14 milliards. Les militaires ne sont pas encore payés jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à le 24. Mais c'est India, écoutez-moi. C'est compliqué. C'est moi qui dirige l'émission et là je me dis, vous répondiez à quelle question? Oui. Parce que j'ai parlé élection et là vous parlez de la misère, la population souffre. Mais c'est conditionnel. Mais cette population qui souffre, on peut emmener des vidéos pour voir que 18 ans passés, cette population a aussi souffert. Le 18 ans passés et aujourd'hui... C'est plus pire, madame. Aujourd'hui, cette population me dit qu'il y a des avancées. Je suis en train de te faire mal parce que pourquoi tu es trop affective. Je ne suis pas affective. Oui. On est dans l'objectivité. Tu es trop attaché à ce qui se passe aujourd'hui. Merci bien. Et tu penses merci bien. Nous remercions les téléspectateurs, nous remercions tous ceux-là qui nous ont suivis. J'ai aimé cette façon, j'ai parlé plus de l'objectivité parce que ici nous sommes venus parler de ce qui est objectif. On ne parle pas de nos sentiments, mais des analyses qui feront avancer le pays. Pas de mensonges, mais de vérité. Nous vous remercions. Merci, à la prochaine.